Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les principes du miroir. C'est le fait que notre réalité extérieure, ce qu'on expérimente au quotidien, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et quand on accepte d'aller regarder avec honnêteté ce qui se passe à l'intérieur de soi, on se rend compte que toutes les situations problématiques ou bloquées qu'on peut vivre, en fait, elles font toujours écho à notre souhait de vivre certains obstacles ou certaines difficultés parce qu'il y a des peurs, bien sûr, de l'autre côté, hein, c'est pas le souhait de base, mais on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on peut expérimenter de problématique ne fait que suivre notre énergie, ce qu'on est capable d'accueillir dans notre vie à ce moment-là, d'accepter en fonction de où on en est dans notre, dans notre cheminement avec les croyances, les inquiétudes qu'on peut encore avoir, et le fait de reconnecter avec sa vérité intérieure, de se rendre compte d'où ça part à l'intérieur de nous, ça apporte un grand sentiment de soulagement, de libération, de sérénité, et puis on se rend bien compte que notre réalité ne fait que suivre notre mouvement, et du coup qu'on peut jouer aussi avec ce positionnement pour finir par admettre quelque part où est-ce qu'on se place et ne plus avoir du coup à expérimenter des obstacles venant de l'extérieur, comme si on subissait des situations douloureuses ou difficiles, emmerdantes, pour finalement nous bloquer le passage, alors que c'est nous qui ne souhaitons pas, en tout cas durant un temps, avancer dans ce sens pour X raisons, et c'est ce qu'on va explorer de ce côté-là. Donc les personnes qui se sentent trop chahutées par cette idée-là, passez votre chemin tout simplement, c'est que la vidéo ne sera pas pour vous. C'est important de le faire, je dirais, à un moment où on se sent OK, pour aller regarder à l'intérieur de soi, pour reprendre sa responsabilité quelque part. Être responsable, ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, évidemment. On vit tout un tas de mécanismes inconscients, mais c'est de reprendre sa part du jeu quelque part, au lieu de croire qu'on subit une vie sur laquelle on n'aurait absolument aucun pouvoir, ce qui est assez douloureux finalement comme sentiment. Et le but du jeu, c'est d'aller démonter tout ça, donc prenez-le avec légèreté et humour. Acceptez d'aller regarder à l'intérieur de vous et vous verrez que quand vous osez regarder par là, il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à pointer du doigt, il y a juste de l'humain avec tout ce que ça implique, les peurs, les indécisions, tout ce qui fait partie de notre humanité, et on peut se foutre simplement la paix avec tout ça. Donc je vais continuer à prendre les exemples que vous m'avez proposés. On va en prendre quelques-uns, comme on l'a fait hier, et puis on va décortiquer tout ça. Et pour chacun d'entre vous, même si cet exemple n'est pas celui que vous avez pu me proposer, regardez si ça résonne, si ça fait écho à quelque chose en vous, si vous retrouvez un fil conducteur avec votre propre positionnement. Et généralement, quand on se retrouve devant ce type de vidéo, c'est qu'il y a quelque chose forcément pour nous qui fait écho à notre système. Après, on n'est pas toujours en mesure de le regarder à ce moment-là, c'est pas grave, mais ça peut servir de petites graines qu'on va semer et qu'on sera en mesure de regarder un petit peu plus tard dès qu'on sera prêt. Alors la première personne me dit nous devions nous installer ensemble, mais tout a basculé quand il a parlé de mon existence à sa fille de 9 ans. Du côté de la mère, il y a eu chantage affectif, depuis très peu de nouvelles, et je ne sais pas ce qu'il en est de notre couple. Il a peur de s'engager, peut-être moi aussi. Ouais, ça de toute façon. La peur de l'engagement qu'on suppose chez l'autre, c'est la nôtre avant tout. Et là, raison de plus, parce qu'il y a une petite fille en face. Et pour vous, j'ai l'impression qu'il y a cette peur d'être mal vue déjà du côté de la maman, d'être vue comme celle qui chercherait à la remplacer ou ce genre de truc. Donc pour moi, il y a une part de vous qui ne veut pas, pour l'instant en tout cas, rentrer dans cette relation de couple parce que vous ne vous sentez pas tout à fait capable d'assumer d'être la belle-mère et la place que vous pourriez avoir finalement dans cette famille recomposée. Il y a une part de vous qui a très peur d'être maladroite aussi avec la fille de cet homme. Une part de vous qui a peur de ne pas savoir comment s'y prendre, c'est-à-dire entre la part instinctive qui pourrait vouloir agir de telle ou telle façon face à cette gamine, et la part de vous qui se dirait ouais mais c'est pas ma place, est-ce que je suis pas en train d'être intrusive ou de faire quelque chose qui n'est pas ok finalement et que l'autre n'oserait peut-être pas me dire. Il y a très peur justement que le fait de trouver, de pas trouver ce positionnement par rapport à cet enfant, vous crée des difficultés en fait dans votre lien avec l'autre, comme si vous aviez peur
que ça puisse être source de dispute, ou alors que si la maman en face vient poser ses limites et vous dire ouais non, toi ça te regarde pas, tu te mêles pas de ça, ce qui serait assez légitime puisque vous n'êtes pas la mère de cette fille, euh, il y a peur, si vous voulez, de vous rendre compte que lui pourrait prendre la défense de la maman, que vous pourriez vous sentir pas acceptée, pas incluse dans cette famille. Il y a tout un tas de petites peurs comme ça que je ressens chez vous et qui font qu'en fait c'est vous, pour l'instant en tout cas, qui ne souhaitez pas vous engager dans cette relation parce que ça vous fout grave la trouille, parce que peut-être vous n'avez pas discuté non plus tous les deux de ce que ça pourrait impliquer et que vous vous projetez d'une certaine manière par rapport à cette situation et vous avez très peur des conséquences, de ne pas trouver votre place ni par rapport à la gamine, ni par rapport à cet homme, ni par rapport à la maman en face, pour que tout soit respectueux, tranquille et en bonne entente pour chacun. Donc, il y a un peu trop de contradictions et ça fait que à partir du moment où cet homme a parlé de vous à sa fille, c'est devenu un peu plus officiel. C'est devenu un peu plus vrai quelque part. Ça s'est concrétisé en quelque sorte et c'est là que la trouille a commencé à augmenter de votre côté et que vous avez eu besoin qu'un obstacle vienne se dresser par l'extérieur. Et donc, il y a la maman en face qui a répondu allègrement, de façon énergétique bien sûr, hein, à votre souhait, en commençant avec ce chantage affectif et ça a pu vous servir d'excuse pour vous dire ah ouais non mais bon maintenant il s'éloigne et puis lui donne plus beaucoup de nouvelles, etc. Mais vous, en fait, vous ne cherchez pas à vous positionner non plus. Et il y a cette grande peur de s'engager et de ce que ça pourrait impliquer. Peur aussi de faire du mal, j'ai l'impression, par rapport à la petite fille. Éventuellement qu'elle puisse s'attacher à vous, ce genre de choses, et que vous vous rendiez compte que ça colle pas, ou ce genre de trucs, et qu'il y ait une envie de faire demi-tour, et que vous puissiez faire des dégâts de ce côté. Donc il y a plein de choses comme ça qui s'imbriquent un peu les unes dans les autres. Respirez juste ce truc-là hein, pour le groupe qui m'écoute. Ne cherchez pas à vous débarrasser de vos peurs. Ça se respire, on a ses peurs et puis c'est ok, ça fait partie de nous. On les reconnaît simplement, mais il n'y a rien à en faire, il n'y a pas à s'en débarrasser. Donc tout va bien de ce côté-là. Reconnaissez juste ce qui se passe en vous quand vous mettez le doigt sur quelque chose et puis ça s'arrête là. Le reste, ça se fait tout seul. Alors, proposition suivante, pour moi, cette personne est indécise. Un jour je veux, le lendemain non je ne veux pas. Il est dans le déni. Non, je n'aime pas cette personne, c'est seulement une attirance car je suis seule. Ouais, en fait, c'est vous, c'est votre indécision que vous projetez sur l'autre. Après, ça n'empêche pas hein, les gens en face de nous de vraiment, comment dire, tenir des propos, avoir certains comportements qui ne sont pas vraiment interprétables, hein, qui sont assez clairs et où la personne pourrait dire un jour je veux et puis le lendemain je veux pas. Mais concrètement, on ne peut pas s'arrêter à ça, sinon on perd la moitié du tableau et puis le bénéfice en fait de vivre ces situations. Et on a besoin de le ramener chez nous, seulement si c'est ok pour nous, bien sûr, sinon on laisse de côté. Mais on a besoin de le ramener chez nous et de voir que la façon dont on interprète l'attitude de l'autre, ce qu'on colle comme raison que l'autre a de réagir comme il le fait, ça nous ramène systématiquement à nous, ça nous ramène systématiquement à notre positionnement et pour moi c'est vous qui êtes indécise, qui avez très envie d'y aller, puis un autre jour vous vous mettez à douter et qui refusez de regarder que c'est vous qui avez la trouille, de vous impliquer, de vous investir et de plonger à fond dans cette relation pour les raisons qui sont les vôtres et qui sont purement humaines et puis voilà. Mais c'est vous qui avez des doutes aussi sur ce que vous ressentez pour cette personne, qui n'êtes pas totalement sûr, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que ça va vraiment durer? Ou est-ce que c'est seulement une attirance physique? Est-ce que c'est seulement un coup de chaud et puis voilà, une envie d'expérimenter le truc, mais sans que ça mène plus loin. Et comme vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez tendance à vous juger pour ça, à ne pas vous sentir très cohérente. Et on a l'impression que ça vous fait peur d'affirmer quelque chose et puis de dire après tout et son contraire. Et du coup, ben, c'est arrangeant que ça passe par l'extérieur. Alors, pour les personnes qui pourraient se retrouver dans ce genre de cas de figure, il y a un truc très simple. Hein, c'est de juste dire à l'autre, pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas ce que je ressens, je ne sais pas où j'en suis. Et il n'y a rien de problématique là-dedans. Le truc, c'est que souvent, on n'ose pas. Quand on le reconnaît, hein, déjà il faut pouvoir le voir bien sûr, mais ça se fait au bout d'un moment de toute façon. Mais souvent, quand on voit ça chez nous, notre indécision, notre incapacité à nous positionner clairement, on a très peur de le dire à l'autre
de peur qu'il se barre, surtout que comme on peut être très chahuté par cette personne, ressentir quelque chose de très fort, on aurait la crainte de oui mais si je sais pas tout à fait ce que je veux, où j'en suis et comment ça va évoluer, et que je le dis à cette personne, peut-être qu'elle va partir alors que ce serait l'amour de ma vie, ce genre de choses, et ça nous fout grave la trouille. Du coup on se cherche toutes sortes d'excuses, et puis inconsciemment bien sûr, on appelle l'indécision en face, pour pouvoir avoir notre petit bouc émissaire tout trouvé, sur qui on va pouvoir projeter que ouais non mais c'est l'autre et il sait pas ce qu'il veut, non mais sérieusement quand même, c'est un adulte, hein, il faudrait réfléchir un petit peu plus, c'est pas possible de pas savoir à ce point où on en est, mais on est tous dans le même bateau à un moment ou à un autre, c'est pas à juger, c'est de l'humanité qui s'exprime tout simplement. Donc allez regarder chez vous, et pour toutes les personnes pour qui ça pourrait résonner aussi, est-ce que vous n'auriez pas des doutes sur ce que vous ressentez, la nature de ce que vous ressentez, à avoir peur de vous positionner, d'exprimer les choses comme vous les percevez, tout en n'étant pas certaine à 100% en fait que c'est vraiment ça, et de devoir peut-être décevoir l'autre, ou de passer pour une personne qui sait pas ce qu'elle veut, et ce genre de choses, et toutes les craintes qui peuvent être associées à tout ça. Alors, par moment, il a un comportement de gamin, pardon, malgré son âge très avancé. C'est comme s'il jouait au chat et à la souris, je te fuis et je te cours après. Je ne sais plus si c'était la même personne ou pas, mais on est exactement là-dessus, hein. Regardez juste le truc, vous me dites, il a un comportement de gamin malgré son âge très avancé. Ce que j'entends en dessous, ça veut dire à partir d'un certain âge, on est censé être clair, positionné bien comme il faut, savoir absolument ce qu'on veut, se comporter comme un adulte responsable, et ne plus avoir cette attitude de un coup je viens, un coup je repars et tous ces trucs-là, mais c'est faux. Quel que soit notre âge, et même si l'âge avancé, très avancé, était 90 ans et plus, on reste un être humain. Et on aura toujours, en fonction des situations qu'on va vivre, des moments où on va se comporter comme un gamin, des fois on va se comporter comme un con, des fois on sera très sage et plein de bienveillance et de tout un tas de belles choses, et ça fait partie de notre humanité. Et il n'y a pas une date de péremption après laquelle notre gaminerie serait censée partir aux oubliettes et ne plus jamais ressurgir. Ça, c'est juste des jugements, et c'est posé sur vous qui ne vous autorisez pas justement ce que vous qualifiez de comportement de gamine, et qui vous jugez par rapport à tout ça. Et il y a ce truc de vous aussi, hein, je te fuis et je te cours après, c'est pareil, parce que dès que vous vous mettez à courir après l'autre, vous vous sentez très mal et vous avez l'impression d'être une ado attardée, en gros, qui court après le garçon qui lui fait tourner la tête, et vous vous sentez très mal par rapport à ça, comme si pour vous, le fait d'être une adulte, ça voulait dire de rester tranquille, posée, je bouge pas, j'exprime pas mes émotions, j'accepte pas d'être chahutée à ce point, de perdre pied, de plus avoir la maîtrise de ce que je ressens et de la façon dont je l'exprime. Donc il y a tout ce truc chez vous qui fait qu'un coup, vous vous laissez aller, en fait, à ce que vous ressentez, et un coup, vous remettez des barrières de la retenue, vous commencez à flipper et à vous juger en déterminant que c'est des comportements de gamine, et c'est vous qui n'acceptez pas ce qui se passe en vous, et vous voyez simplement le miroir en face qui vous rejoue le même scénario. Alors, je ne peux pas avoir une conversation avec lui car au bout de 10 minutes, il raccroche. Même truc, c'est vous qui ne voulez pas discuter parce que vous avez peur que si vous disiez clairement ce que vous voulez, vous passeriez peut-être pour une personne faible, vulnérable, pas intègre ou pas bien positionnée. Pas adulte, pas ceci, pas cela, tous les trucs pareils, hein, que vous jugez chez vous. Et du coup, c'est vous qui ne voulez pas avoir une conversation avec lui, aussi parce que vous aimeriez imposer votre point de vue et qu'il le suive sans broncher. Mais une vraie conversation, c'est dans les deux sens, et c'est accepter que l'autre puisse avoir un positionnement différent d'une autre aussi. Donc c'est normal qu'il raccroche parce que vous ne voulez rien entendre, vous ne laissez rien passer, tout ce que vous voulez c'est qu'il soit d'accord avec vous, parce que ça vous fait très peur en fait que vous puissiez avoir des points de vue divergents, et que peut-être vous puissiez aboutir à on n'est pas compatible, on n'est pas fait pour être ensemble, ce genre de choses. Ça vous fout la trouille, donc
inconsciemment, vous appelez son attitude en face, qui raccroche au bout de 10 minutes, qui ne veut rien entendre, qui est sourd comme un pot, qui ceci ou qui cela, et ça n'a rien à voir avec son âge très avancé, c'est simplement le refus de votre propre personne de communiquer vraiment avec l'autre, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à tous les possibles et d'accepter que peut-être vous n'allez pas tomber d'accord, mais que ça ne veut pas dire pour autant que ça remet en question les sentiments ou quoi que ce soit. C'est juste que vous pouvez avoir des points de vue différents, mais qu'en continuant à dialoguer, vous pouvez peut-être trouver un terrain d'entente ou pas. Mais dans ce cas, si vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de terrain d'entente possible, ben c'est le fait que chacun puisse avancer sur sa propre route en étant en paix et en étant allé au bout des choses, mais simplement en admettant que peut-être c'est pas la personne qui vous convient et réciproquement. Et puis ben voilà, c'est pas agréable, ça fait pas du bien, clairement, mais ça permet au moins de cheminer, d'avancer et de pas rester coincé dans des illusions à vouloir à tout prix que l'autre rentre dans des cases et inversement, alors que ça colle peut-être pas. Et puis c'est de l'honnêteté envers soi-même aussi. Je pense que cette personne agit de telle façon parce qu'il a peur de s'engager vu notre différence d'âge. Non, c'est vous qui avez peur de vous engager par rapport à cette différence d'âge. Alors vous me disiez, je crois qu'il avait 15 ans de plus que vous. C'est vous qui avez peur de ça et aussi à cause de la peur de vous retrouver toute seule à un moment donné si dans l'ordre naturel des choses, cette personne était amenée à partir avant vous. J'ai l'impression que ça vous fout la trouille, que vous avez aussi peur de ce que ça pourrait impliquer au niveau de l'intimité, ce genre de choses, et que vous puissiez profiter moins longtemps de la vie de couple et de tout ce qui va avec. Il y a une peur de ce type-là, de ne pas être calé sur le même rythme, comme si vous aviez l'impression, vous, d'avoir encore plein de choses à vivre et que vous aviez envie de profiter de la vie et que vous aviez l'impression que si vous vous engagez pleinement dans cette direction, que peut-être ça collera pas ou alors que vous allez pouvoir profiter seulement d'un bonheur éphémère, quelque chose comme ça, au niveau en tout cas des activités physiques. Et ouais, il y a des craintes en fait de ce côté-là, peur de ne pas pouvoir gérer, peur que l'autre finisse par devenir un jour dépendant de vous. Il y a plein de craintes de ce côté-là. Allez regarder de ce côté pour voir ce qui peut vous faire peur éventuellement. Peut-être la peur aussi de voir l'autre un jour se dégrader ou des choses comme ça. Et ça nous ramène à des histoires familiales de ce que vous avez pu expérimenter qui a pu peut-être vous marquer ou vous choquer ou voilà. Mais allez jeter un coup d'œil par là et regardez quelles sont vos peurs. Mais c'est pas lui qui a peur de s'engager par rapport à la différence d'âge, c'est vous. Alors, ça, on était sur les mêmes systèmes, donc on va passer à la suite. Il a toujours fait passer ses désirs, lui, avant, et ses propres choix sans se préoccuper de ce que je pensais. Et en faisant ce type de reproche, qu'est-ce que vous demandez en fait? Vous demandez à l'autre qu'il vous fasse passer vous avant avec vos propres choix et qu'il ne se préoccupe pas de ce que lui il pense et veut. Donc vous êtes exactement dans le même cas de figure. Hein. Quand on est là-dedans, on reproche à l'autre de faire passer ses désirs au premier plan. Ben pourquoi? C'est parce qu'on aimerait qu'il fasse passer nos désirs à nous avant tout le reste, avant ses propres souhaits. Et on est en train de faire exactement la même chose. C'est qu'une pensée, peut-être. C'est peut-être pas concret. L'autre, il le fait. Mais nous, en fait, on aimerait qu'il fasse la même chose avec nous. Donc, c'est pas très logique et cohérent. Et quand vous allez apprendre à faire passer vos propres choix au premier plan et donc suivre l'exemple de cette personne qui vous montre la voie, d'une certaine façon, vous serez bien avec vous-même. Vous arrêtez de reprocher les choses aux autres parce que vous ferez enfin passer vos choix et vos besoins avant le reste et vous vous remettrez au centre de votre vie et ça ira beaucoup mieux. Alors, jugement suivant, mon patron que je trouve odieux, méprisant, il nous infantilise, il a un ego surdimensionné, prend les gens de haut. Alors je ris parce que je sais déjà où c'est qu'on va aller avec ces trucs-là, hein, donc bon, voilà, une fois qu'on a capté le mécanisme, ça devient assez drôle en fait, et prenez-le vraiment comme ça. Mais ouais, prenez-le avec légèreté, et puis rappelez-vous qu'on est tous dans le même panier. Certains le définissent de pervers narcissique, pas marié, pas d'enfant, 77 ans bientôt. Il ne vit que pour son job, son bébé. Alors, de traiter quelqu'un de pervers narcissique parce qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas de gosse, qui commence à être un petit peu vieux et qui se consacre à fond dans son job, vous voyez, en fait, moi, je trouve, sans vouloir, voilà, mais
moi je trouve que c'est peut-être ça qui est odieux et c'est ce que vous trouvez de votre côté aussi en fait par rapport à votre propre personne. Si vous voulez, vous trouvez cette personne odieuse et méprisante, mais vous la méprisez dans ses comportements, dans sa façon de réagir par rapport à l'ego surdimensionné que vous lui collez, en prenant les gens de haut. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous jugez cette personne de cette façon sans connaître son histoire et son parcours? Parce que moi, ce que je ressens dans l'énergie de cet homme-là, c'est pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a vécu toutes sortes de choses difficiles, qui s'est caché derrière son job tellement il avait peur de replonger dans l'amour, quelqu'un qui a eu des difficultés à rencontrer la personne qu'il lui fallait, qui n'a peut-être pas pu réaliser ses rêves et qui se planque derrière une grosse carapace parce que c'est quelqu'un qui a très peur, qui est très blessé et qui n'est peut-être pas en mesure d'aller connecter ça chez lui. Moi, je ressens un humain blessé là derrière, je ressens pas un pervers narcissique. Et c'est juste les gens qui font des raccourcis un petit peu vite, qui, dès qu'on vient les chatouiller dans leur ego par rapport aux réactions qu'on peut avoir et des mécanismes de protection, des mécanismes de défense qu'on connaît tous en plus, qui vont étiqueter les autres, les mettre dans des cases et puis les juger, alors qu'en fait, ça ne fait que renvoyer en miroir ce qui se passe de nous à nous, et c'est tout. Alors, quand, quand vous me dites mon patron que je trouve odieux et méprisant, regardez la part de vous que vous trouvez odieuse et méprisante, de le regarder de cette façon-là sans le connaître véritablement, ou simplement parce que vous avez été piqué par lui, mais peu importe, hein, c'est de l'humanité aussi, mais pour moi, si vous voulez, c'est ce que vous trouvez odieux et méprisant, c'est la personne que vous devenez au contact de cet homme-là par rapport aux réactions qu'il provoque chez vous, et c'est pour ça que bah, du coup vous le projetez sur lui, comme on le fait naturellement pendant un certain temps, et tous ces trucs-là, mais de la même façon... ouais, l'ego surdimensionné, c'est vous qui restez dans votre ego au lieu de regarder avec votre cœur, au lieu de regarder au-delà de la façade. Vous êtes en réaction parce que sa façon de se comporter avec vous vous fait vous sentir minable, mais c'est vous qui vous jugez de cette façon-là et qui ensuite mettez ça sur son dos à lui. Allez regarder comment vous vous prenez de haut, comment vous vous jugez, comment vous vous infantilisez. C'est pas lui qui le fait. Lui, il fait ce qu'il fait, tout simplement. C'est l'humain qu'il est. Et vous, vous filtrez la scène en fonction de vos propres scénarios et regardez un petit peu de quelle manière vous vous comportez avec votre propre personne et de quelle façon vous passez votre temps à vous mépriser vous-même. Et là, vous trouverez de quoi faire pour adoucir tout ça. Et dès que vous allez pouvoir reconnecter ça chez vous, allez juste regarder hein, si vous trouvez ces morceaux-là chez vous avec honnêteté. Et dès que vous allez reconnecter à ça, il y a toutes les chances que ce que vous avez perçu jusque-là chez votre patron s'adoucisse, voire disparaisse complètement, et que pourquoi pas, ça puisse même donner lieu à un rapport beaucoup plus tranquille, serein, apaisé, mais ça se passe chez vous, à l'intérieur. Allez regarder chez vous, et voyez aussi de quelle façon vous jugez les gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, qui ont sans doute vécu la plus grande partie de leur vie sans concrétiser tout ça. Voyez que c'est vous qui avez un problème avec ce truc-là et qui avez tendance à juger alors que en fait on n'est pas tous déjà obligés de vouloir se marier ou d'avoir des enfants. On ne sait pas le parcours de chacun, les souhaits qu'on peut avoir, mais c'est vous qui vous cataloguez, qui peut-être consacrez aussi trop de temps à votre boulot au lieu de vous consacrer à ce qui vous tiendrait éventuellement vraiment à cœur. Mais c'est vous qui avez un problème avec le fait de ne pas être marié, de ne pas avoir d'enfant ou ce genre de choses, le temps qui passe. Mais ça me ramène à votre sentiment de ne pas vivre votre vie pleinement ou de ne pas concrétiser vos rêves, de voir le temps qui passe avec le sentiment d'urgence, vite, 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 il faut que ça bouge. Et comme vous voyez quelqu'un qui vous renvoie à ce truc-là, qui reflète ça chez vous, ça vient, vous allez le pointer du doigt alors qu'en fait ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'être pervers narcissique ou pas, c'est vraiment hors sujet en fait, mais ça vous ramène à vos propres mécanismes. Ah ouais, la suite était rigolote aussi parce que
Vous me dites, quand lui reproche quelque chose à quelqu'un, un collègue par exemple, vous voyez tout de suite qu'il lui reproche ce qu'il est lui-même. Mais en fait, vous êtes en train de faire la même chose et vous vous voyez pas en train de le faire. Donc bon, c'est normal, hein, on a toujours un petit peu de difficulté avec ça. Ouais, et puis vous me disiez, j'arrive pas à avoir le miroir avec moi. Donc je pense que ce sera un petit peu plus clair tout ça. Euh, mais ouais, allez regarder. Alors, quand vous me dites, j'arrive pas à avoir le miroir, c'est-à-dire quand je suis aussi méchante que lui, mais c'est pas forcément être méchante avec les autres, hein. Ça commence généralement par soi et c'est là qu'on le voit pas. Et c'est avec vous-même que vous êtes hautaine et imbu de votre propre personne. Vous êtes tellement, comment dire, rigide dans le fait de ne pas être dans le cadre ou d'avoir une forme d'exigence avec vous-même, tellement pointilleuse, tellement perfectionniste avec votre propre personne, que du coup, vous ne tolérez aucun écart chez vous, aucune trace d'humanité, aucune trace non plus de médisance, de méchanceté, de jalousie ou de tous ces trucs-là. C'est votre propre rigidité avec vous-même, hein, que vous ne voyez pas. Et il est peut-être temps d'aller regarder ça et de vous autoriser à être simplement un humain qui a le droit d'avoir des failles, de porter des jugements, d'être piqué par quelque chose, d'avoir parfois des attitudes pas très cool, d'avoir des attitudes de gaminerie ou des choses comme ça, tout ce que vous pourriez juger. Commencez à renouer avec ce truc-là et voir que c'est juste de l'humain, quel que soit notre âge, et qu'on restera toujours ces humains-là, quoi qu'il arrive, et quel que soit le chemin qu'on aura fait. Alors, jugement suivant, je pense que X ne veut pas de moi dans sa vie car il a peur de perdre sa liberté. Ramenez-le chez vous. C'est vous qui avez peur de laisser entrer cette personne dans votre vie parce que vous avez peur de perdre votre liberté. Si durement gagnée, celle pour laquelle vous vous êtes battu, j'ai l'impression que vous avez pu vivre en plus une relation assez compliquée qui a pu être du genre, vous savez, quand le conjoint en face ne veut pas divorcer et qui vous pourrit la vie comme c'est pas permis et que ça dure pendant des années, ce genre de schéma. Alors, c'est peut-être pas applicable là-dessus, c'est peut-être sur un autre sujet, mais il y a ce truc-là. C'est comme si vous étiez vraiment battu hein, pour retrouver cette liberté, mais parce qu'il a fallu vous convaincre, vous, de faire le grand plongeon et de sauter dans le vide, dans l'inconnu. On dirait que ça a été très inconfortable pour vous, que ça vous a grave foutu la trouille. Et c'est pour ça que du coup, maintenant que vous avez le sentiment d'avoir reconstruit votre vie, d'être bien avec vous-même, voilà, d'avoir trouvé une forme de confort avec votre propre personne, vous avez grave la trouille de permettre à quelqu'un d'entrer de nouveau dans votre vie et de peut-être être amené un jour à revivre le même type de scénario totalement pourri. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas de cette personne dans votre vie, en tout cas pas pour le moment, parce que vous avez peur de perdre votre liberté, ramenez-le chez vous. Je pense que cette personne n'arrive pas à prendre de décision car il a peur de quitter sa zone de confort, peur du jugement des autres et peur de blesser ses enfants. Ramenez tout ça chez vous. C'est peur aussi chez vous de vous investir, de faire des promesses et de vous rendre compte sur place qu'en fait vous avez changé d'avis ou finalement ça ne vous convient pas ce genre de truc et d'être jugé par les autres justement par rapport à ce demi-tour. Et il y a aussi ben, la peur de blesser ses enfants, c'est la peur d'être vous, la personne qui pourrait amener ce type de blessure de tout un tas de manières possibles, mais peur d'être celle qu'on va pointer du doigt, qu'on va accuser d'être la vilaine qui a détruit une nouvelle famille recomposée ou ce genre de choses. Vous avez peur des implications, de l'impact que tout ça pourrait avoir sur les autres, quelle que soit l'évolution, mais il y a de grandes craintes. En fait, c'est vous qui avez peur de quitter votre zone de confort, peur du jugement des autres et peur de blesser autour de vous. Allez juste le regarder chez vous et puis foutez-vous la paix avec ce truc-là. Ça se tassera dès que ce sera le bon moment. Alors, je pense que l'autre fait semblant que je n'existe pas. À la fin de mon mariage en 2014, mon mari faisait semblant qu'il ne me voyait pas, ne m'entendait pas. J'ai aussi remarqué que je ne me regarde pas non plus si je croise un miroir. Je m'évite, ouais, c'est exactement ça. Si, c'est parfaitement en lien en fait. C'est toi qui n'arrives pas à te regarder en face. C'est pas l'autre qui fait semblant que tu n'existes pas, c'est l'autre qui a une certaine attitude et toi tu dis ah il fait semblant que je n'existe pas alors qu'il sait parfaitement que je suis là. C'est toi qui te sens honteuse dans cette situation.
qui a l'impression de t'être rabaissé ou de t'être dévalorisé, si tu veux, dans ton positionnement, d'avoir peut-être montré à l'autre une certaine vulnérabilité ou un espace où il ne t'a pas accueilli, ou tu t'es pas senti accueilli en fait. Et c'est comme si toi, tu voulais pas te regarder dans cette facette-là qui se sent peut-être humilié, qui se sent trahi, ou peu importe, tu le ramènes où ça parlera pour toi. Mais il y a ce truc-là, c'est pas l'autre qui fait semblant que tu n'existes pas, c'est toi qui veux oublier ton existence tellement tu te sens pas bien par rapport à tout ça, tellement ça te chahute. Et ça, c'est pareil à la fin de ton mariage par le passé, quand ton mari, a priori, faisait semblant qu'il ne te voyait pas et t'entendait pas, ça ramène juste à toi, tu ne veux pas entendre ta douleur. C'est toi qui ne veux pas entendre ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tu fais comme si ça n'existait pas parce que c'est tellement fort que tu as l'impression que ça va peut-être t'écraser et t'anéantir totalement. Mais pour moi, c'est toi qui refuses de te voir et de t'entendre dans cette partie qui hurle, qui souffre, qui va pas bien, qui a l'impression de ne plus avoir de perspective d'avenir, comme si tu avais le sentiment que tes illusions se sont écroulées et que du coup, ouais, on a l'impression que ça te donne ce sentiment d'être dans le vide, face au néant, et c'est comme si tu avais grave la trouille parce que tu as perdu tes points de repère, tu sais plus où tu es, tu sais plus qui tu es, tu sais plus ce que tu ressens, tu sais plus si tu auras un jour la chance de pouvoir rebondir et d'avancer, et tu veux tellement pas regarder cette partie-là de toi qui se sent totalement paumée et qui a mal, que si tu as le miroir en face, que tu interprètes comme étant un truc qui dit ah, l'autre il fait semblant que j'existe pas, mais c'est toi qui t'écoutes pas, c'est toi qui regardes pas ta blessure, ta souffrance, tellement tu as peur de ce que tu pourrais découvrir, mais il n'y a pas de danger, hein. Ça reste une sensation physique qui n'est certes pas confortable et qu'on aimerait éviter aussi, bien sûr, évidemment, mais il n'y a pas de danger, on ne va pas être écrasé par tout ça, on ne va pas s'effondrer et puis mourir sur place. Donc pas d'inquiétude, mais c'est toi qui fais comme si tu n'existais pas. C'est toi qui essayes d'ignorer certaines parts de toi qui ont besoin d'être entendues. Et tu as fait la même chose à la fin de ton mariage parce que tu avais peur que la douleur te fasse peut-être faire demi-tour. Ou que... Il y a des choses qui n'étaient pas assumées, qui n'étaient pas... ouais, qui étaient mises en déni parce que ça te chahutait trop, tu n'étais pas prête à aller regarder tout ça. Mais là, il est temps. Il est temps d'aller te regarder de nouveau, de te considérer, de te voir. Et puis voilà, c'est juste un humain. C'est un humain dans sa souffrance, dans sa vulnérabilité. Il n'y a rien à jeter. Il n'y a rien à laisser de côté. Et ouais, va regarder de ce côté-là. Et puis, tu verras que le miroir, il bougera de toute façon. Ou toi, tu vas le filtrer différemment. Mais ça te ramène seulement à ton comportement avec toi-même. Et voilà, il est temps de faire le plongeon dès que tu te sentiras prête. Hein, no panique, mais c'est vraiment là-dessus que ça nous emmène. Mon ex-compagnon avec lequel j'ai des enfants a refait sa vie directement après m'avoir quitté. J'ai été purement et simplement remplacée. Depuis, nous essayons de garder une relation sereine autour des enfants, mais en réalité, je me rends compte qu'il ne me dit jamais les choses en face, car il est lâche et n'assume pas de me dire ce qu'il en est. Et il met énormément de distance avec moi, il fuit la conversation, car je pense qu'il s'en fout complètement de moi. Il est ailleurs et veut sa complète liberté, même dans la façon de gérer nos enfants. Non, non. C'est vous avez eu le sentiment d'être purement et simplement remplacé et donc de ne jamais eu avoir de véritable importance. Ça nous ramène à je ne me suis jamais accordé l'importance que je mérite dans ce couple, dans cette relation. J'ai passé mon temps à m'effacer, à m'oublier, à mettre entre parenthèses mes besoins, mes désirs pour faire passer l'autre en premier. Comme je me suis mise à détester la personne que je suis devenue dans cette relation et que je n'arrivais pas à l'assumer parce qu'en plus j'aurais brisé une famille, j'ai eu besoin d'attirer inconsciemment le fait que ce soit mon compagnon qui me quitte et qui me remplace vite fait, bien fait, pour me renvoyer à la façon dont je me perçois comme une personne totalement nulle, pas désirable, ennuyeuse et tous les jugements que vous avez pu porter sur vous. Et en plus, comme ça, c'est lui qui a le rôle du vilain méchant qui a brisé la famille et tout le monde, entre guillemets, est content. Mais ça répond vraiment à votre besoin inconscient, hein. C'est toujours le cas de toute façon. Donc, si vous voulez... vous ne lui dites pas les choses en face parce que vous avez très peur de ses réactions.
Vous dites qu'il est lâche et qu'il n'assume pas de dire les choses, mais vous n'assumez pas non plus de dire les choses comme vous les ressentez et pensez vraiment, parce que vous auriez, si vous voulez, c'est comme si le fait de dire certaines choses bah, qui vous touchent, hein, qui vous bouleversent, ou voilà, qui viennent vous chahuter intérieurement, que vous vous sentiez honteuse d'admettre que vous puissiez ressentir ça, surtout que votre fierté est piquée aussi par le fait que ce sentiment d'avoir été remplacé. Donc en gros, l'autre avance, il est heureux, il fait sa vie, et puis moi je suis toute seule comme une conne. C'est le sentiment que vous avez. Et du coup, si vous voulez, le fait de dire sincèrement les choses comme vous les ressentez et les pensez, c'est comme si vous vous sentiez honteuse d'aller en plus vous mettre carpette devant l'autre et vous rabaisser, selon vous, hein, en admettant que ça vous touche. Et il y a une part de vous qui veut faire la fière, qui veut surtout pas montrer que ça la bouleverse, qui veut surtout pas montrer qu'elle a mal, parce qu'on dirait que plus le temps passe, plus vous vous sentez ridicule de ressentir encore ce que vous pouvez ressentir, alors que lui, il avance, il fait sa vie, machin et tout. Et on dirait que comme votre fierté, votre ego a été piqué aussi par tout ça, c'est normal, hein, c'est humain, vous auriez en plus ce sentiment de vous rabaisser, de lui montrer en fait à quel point ça vous touche et à quel point ça vous bouleverse, à quel point vous êtes peut-être encore en souffrance. Et par fierté, vous voulez surtout pas montrer que ça vous affecte. Et du coup, vous n'avez pas envie d'aller au fond des choses dans les conversations. Vous préférez fuir et ne pas assumer parce que ça risquerait de, je sais pas, vous faire sortir de vos gonds ou vous faire dire des choses que vous n'auriez pas envie d'avouer, d'admettre. Et c'est comme si en fait vous cherchiez à éviter vous-même et donc à mettre de la distance avec lui et à fuir les conversations parce que vous vous sentez vous-même ridicule, vous vous jugez par rapport à ce que vous ressentez, vous avez très peur de perdre le contrôle face à lui et vous avez besoin de préserver une apparente dignité, une apparente fierté, de lui montrer non mais tu vois, moi j'ai pas besoin de toi, je vais bien, j'avance, c'est pas grave si je suis seule ou si ceci ou si cela, moi tu vois, c'est bon, j'ai rebondi, tout va bien, mais c'est juste, c'est la fierté mal placée. Après, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Quand je vous explique ça pour le groupe qui me suit, ça ne veut pas dire qu'on est censé se débarrasser de cette fierté, accepter de se mettre carpette devant l'autre, hein. On a le droit à notre dignité d'humain, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Lâchez-vous vraiment la grappe. Mais si vous voulez, le but du jeu, c'est pas de se débarrasser des comportements qu'on peut avoir, de notre fierté ou tous ces trucs-là. On y a parfaitement droit, il n'y a aucun problème et ça bloque que dalle. De toute façon, mais ce dont on a besoin pour se sentir en paix avec soi-même, c'est de se reconnecter à notre vérité intérieure. C'est-à-dire, on peut faire semblant devant les autres, mais pas devant soi, parce que quand on fait semblant devant soi, ben, on voit les trucs apparaître à l'extérieur, parce qu'on l'appelle inconsciemment, pour que ce soit reconnu et pour qu'on puisse réintégrer ces morceaux-là de nous. Mais quand on reconnecte avec notre vérité intérieure, ça veut dire que on peut continuer à faire semblant devant les autres. Et si c'est mieux pour nous, si on se sent plus à l'aise là-dedans, il n'y a aucun souci avec ce truc-là. Par contre, on a besoin de se reconnecter à notre vérité pour pouvoir dire, ok, ouais, ça me fait mal, ça me bouleverse, ça m'atteint comme jamais je me suis sentie atteinte avant, mais l'autre, je lui montrerai pas parce que je veux préserver ma dignité et ma fierté, et c'est ok comme ça. Mais le fait de renouer avec votre vérité et de pouvoir l'admettre rien que pour vous, ça va vous permettre d'amener un soulagement, de voir que c'est pas l'autre qui fait que, mais c'est vous qui faites ça parce que vous avez peur de telle ou telle chose, ou que vous ne voulez pas montrer que, etc. Mais au moins, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en accord intérieurement et ça apporte une sacrée libération. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et pas pour changer nos comportements, hein. Autorisez-vous à être comme vous êtes et à faire ce qui est juste pour vous humainement parlant. Il n'y a aucun problème avec ce truc-là. Mais si vous voulez, le point important pour notre liberté à nous, c'est d'arrêter de se mentir à soi-même. On peut mentir à l'extérieur si on en ressent le besoin, ça, il n'y a pas de souci, mais d'arrêter de le faire avec soi parce que c'est ça qui crée la souffrance, le besoin d'accuser l'extérieur et donc c'est une pensée erronée en fait, et c'est ça qui crée cette espèce de conflit intérieur et qui fait qu'on est la tête à l'envers, qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, qu'on reste là à ruminer sur des trucs pendant parfois des mois ou des années, alors que en fait c'est notre vérité qu'on a besoin d'aller rechercher. Et dès qu'on est au clair là-dessus, ça va tout de suite mieux et on ressent généralement un soulagement immédiat par rapport à tout ça.
Alors voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'en referai d'autres hein, avec les autres exemples que vous m'avez donnés. Pour les personnes qui auraient envie de participer au principe du miroir, il y a un post qui est toujours là dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller jeter un œil et puis voir comment ça fonctionne. J'ai mis toutes les petites instructions de ce côté-là et vous pourrez m'envoyer vos demandes pour qu'on continue à bosser comme ça en groupe par rapport à tout ça. Prenez tout ce qui résonne pour vous seulement, le reste vous laissez de côté, puis laissez-vous le temps de cheminer. Acceptez votre propre rythme au lieu de vous pousser au cul. C'est pas ça qui va être déterminant dans la façon dont votre vie va bouger, mais ça dénoue petit à petit les fils qu'on a soi-même emmêlés involontairement, inconsciemment, et ça apporte toujours plus de liberté, un sentiment de sérénité, d'être en paix avec soi-même, et ça fait beaucoup de bien. Donc prenez seulement ce qui résonne pour vous et ce que vous êtes capable d'entendre pour le moment. Et puis pour le reste, ma foi, laissez les choses faire leur chemin. Très bon après-midi à tous et on se retrouve très vite.